Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de La Tête à Papineau, le podcast de Bistro Brain. J'espère que vous allez tous très bien depuis la dernière fois et que vous allez être aussi excités que nous par les nouvelles informations que vous allez apprendre aujourd'hui. Parce que oui, La Tête à Papineau, c'est aussi ça. On a une première partie où on va parler de l'anxiété de séparation avec Alexis. Alexis, ça va ? Oui, et toi? Oui, ça va très bien. Ensuite, on va avoir la deuxième partie de notre podcast avec Charlie qui va interviewer un étudiant. Charlie, comment tu vas ? Bien, et toi? Très très Comme bien. toujours. Et notre étudiant invité aujourd'hui, c'est Pierre Grandjean. Pierre, est-ce que ça va ? Bonjour, oui, ça va très bien. Et vous ? Est-ce que t'es pas trop stressé ? Non, ça va. Ah, très bien. T'as l'air très détendu. Je trouve ta voix est très posée. Je suis chez moi, tranquillement, devant mon bureau, donc ça va. Parfait. Et donc, sans attendre, on va débuter la première partie de notre podcast avec la chronique. Donc Alexis, de quoi est-ce que tu vas nous parler finalement aujourd'hui à propos de cette anxiété de séparation ? Bon, ben, avec le temps des fêtes qui arrivait, puis la situation dans laquelle on sait qu'on est, c'est-à-dire d'être séparé de sa famille pour fêter les fêtes, j'ai eu l'idée de faire une chronique sur l'anxiété de séparation, à savoir le sentiment d'inquiétude qu'on peut vivre lorsque séparé d'une personne qu'on aime. Mais avant de donner les détails, voyage dans le temps, on se transpose à Londres le 22 février 1907. Vient au monde John Bowlby, futur père de la théorie de l'attachement. Et en gros, là, courte biographie pour M. Bowlby. C'est un Anglais qui a été élevé principalement par une nourrice qui a eu très peu de contact avec sa mère, seulement 1 heure sur l'heure du thé l'été. Son père était au front durant la Première Guerre mondiale comme chirurgien. Il fait son service militaire et ne voit que 2 fois par année. Les lettres qu'ils envoient ne sont pas lues aux enfants. Le jeune Bowlby, lui, vit le départ de la nourrice de manière très tragique, comme la perte de sa mère. La croyance à l'époque était qu'on ne pouvait donner d'attention aux enfants au risque de les gâter. C'est vraiment triste, ça, par exemple. Oui, vraiment. Puis vous allez encore mieux comprendre toute la théorie qui est développée par la suite. Donc, pour acheter l'insulte à l'injure, à 7 ans, il est envoyé dans un pensionnat et recommanderait même pas ça à un chien, selon ses propres dires plus tard. Il commence ses études en médecine, il arrête après 3 ans, il fait de l'enseignement des enfants, entre parenthèses, entre guillemets, mal ajustés, et ensuite retourne à faire des études en psychologie cette fois-ci, pour finalement terminer comme son père en médecine, et il s'inscrit à l'Institut de psychanalyse, et il fait un peu de psychiatrie, il devient psychanalyste à 30 ans en 1926. Il a vraiment un super large profil quand même, hein. C'est hyper intéressant de voir qu'il a sorti ça un peu de son enfance finalement pour s'intéresser à tous ces problèmes-là. Oui, exact. Puis là, c'est ça, dans le fond, il y a eu plusieurs implications, observations cliniques auprès d'enfants, travailler avec, entre autres, là, des enfants qui ont été envoyés à l'extérieur du pays pour éviter les bombardements aériens. Donc, on se rappelle le début des années 1900, Première, Deuxième Guerre mondiale. Il va les vivre les deux, en fait. Donc, c'est vraiment là, au début des années 60 là, qu'il va se faire connaître pour sa trilogie de livres qu'il développe sur sa théorie initiale. Ok, et du coup, cette théorie, ça fait plusieurs fois que tu la mentionnes. Est-ce que tu peux nous l'expliquer ? Eh bien oui, là, c'est ça, on sort le chat du sac. La théorie de Bowlby, là, pour ceux qui étaient en psychologie au baccalauréat, vous savez déjà de quoi il est question. On parle ici de la théorie de l'attachement. Et c'est une théorie qui s'écarte de la psychanalyse, mais qui s'en inspire. Tout d'abord, Freud y a avancé l'idée là, que le bébé ne se perçoit pas distinct de sa mère. Et oui, c'est toujours une histoire de mère avec Freud, vous me direz. Et en parallèle, aussi un autre psychanalyste, Winnicott, qui ajoute que la mère agit comme un miroir de la réalité pour le nourrisson. C'est encore une fois, information pertinente à se souvenir pour plus tard. Donc, oui, vas-y. Mais non, j'allais juste te demander, en fait, parce que tu disais que oui, c'est toujours en rapport à la mère avec Freud et avec quelques psychanalystes quand même en général. Mais du coup, c'est quoi exactement l'importance de la relation de la mère avec son enfant ? Oui, ben là, c'est ça, en fait. Là, on a à l'esprit la tradition psychanalyste qui est très forte avec la relation mère-enfant.
J'explique un peu plus tard là, de quoi il est question. Puis est-ce que c'est encore la question de juste la mère ou est-ce que Freud est complètement dans l'ignorance ou tout, tout cela ne sont que des spéculations. Pardon. Donc, après ces observations, en s'inspirant beaucoup de son expérience personnelle, Bowlby et sa collègue Mary Ainsworth proposent qu'un lien affectif se crée à l'âge de 6 mois entre le bébé et la personne qui répond à ses besoins à travers leurs interactions sociales. Ils deviennent donc attachés. Pour Bowlby, cette propension aux interactions sociales est innée chez les humains. C'est pourquoi on attribue une partie de l'avènement de la psychologie évolutionniste à M. Bowlby. C'est aussi pourquoi Bowlby s'écarte des psychanalystes traditionnels. Ces derniers croient que les comportements du bébé dépendent de son monde fantasmatique et non pas du monde réel. Et pour être clair, là, Alexis, ils disent que le bébé, en fait, il imagine un peu que son interaction dépend de son imagination uniquement et pas du tout de ses interactions avec le monde. Oui, ben c'est ça un peu. Là, on pourrait parler de Melanie Klein, entre autres, les psychanalystes, qui était une des étudiantes de Freud, qui disait qu'il y avait un bon sein, un faux sein, mais tout ça est dans l'imaginaire, c'est pas dans le concret. On parle pas d'un vrai sein là, C'est vraiment physique. intéressant. Ouais. Peut-être une chronique pour une autre fois. Exactement. Donc, l'autre, dans le lien affectif, devient un être unique et irremplaçable. Un désir de proximité avec cette nouvelle figure d'attachement s'instaure et qui se manifeste par des comportements d'attachement. Donc, figure d'attachement, comportement d'attachement. Ces comportements sont la référence sociale, c'est-à-dire le bébé qui se tourne vers le visage de la mère pour moduler ses propres réactions, comprendre le monde qui l'environne. On peut encore ici se rappeler du miroir de Winnicott. Donc, la mère agit à titre de miroir de la réalité. Un autre comportement, la peur des étrangers. Vous pouvez facilement vous imaginer là, un jeune enfant qui se cramponne à la jupe de sa mère en présence de nouvelles personnes. Et finalement, on y arrive, l'anxiété de séparation, donc une détresse en absence de la figure d'attachement. Et celle-ci qui s'intensifie entre 12 et 16 mois d'âge. Et du coup, est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier quand justement il n'y a pas cet attachement, si la mère est pas, la mère ou la personne qui élève l'enfant n'est pas disponible et pas assez justement en relation avec le bébé? Mais oui, mais c'est ça exactement. Là. Donc là, on sait qu'il y a un lien d'attachement qui est créé, mais quelle est la qualité de ce lien-là? Quelles répercussions sur le bébé, sur son style d'attachement? Donc Mary Ainsworth, encore une fois, une collègue et disciple là, de Bowlby, a plus tard proposé 3 types d'attachement auxquels va s'ajouter un 4e plus tard. Donc je vous nomme les 4. Le premier, qui est le plus prépondérant dans la population, environ 50%, c'est le type d'attachement sécure et celui-ci se manifeste par une recherche de la proximité avec la figure d'attachement et se servir de la figure d'attachement comme une base de sécurité. Donc, la base de sécurité, c'est quand on va explorer le monde, puis on retourne à la base pour se sécuriser. Donc, on y va en modulant un peu sa tolérance au stress et à la nouveauté. Le deuxième type, c'est anxieux ambivalent. Ici, on parlerait de peut-être le quart de la population qui serait de ce type-là. Et il est question de peu d'exploration, de détresse en cas de séparation et ne pas être rassuré au retour de la figure d'attachement. Le troisième, anxieux évitant, à peu près 20%. C'est un type qui évite le contact avec la figure d'attachement et ne montre pas de préférence entre les personnes. Et est-ce que parmi ces formes-là, excuse-moi, je t'ai coupé, il y en avait d'autres? Oui, la 4e, donc, que je parlais, elle a été proposée par Mary Main au tournant de 90. Et le type anxieux désorganisé qui représente seulement 5%. Là, on parle de comportements craintifs, confus ou contradictoires. Il y en a qui ont vraiment l'air plus importantes, enfin en tout cas qui ont l'air d'avoir des répercussions plus importantes que d'autres sur la vie de tous les jours, je dirais. Est-ce qu'il y en a qui sont connus pour être vraiment graves, entre guillemets, et vraiment aller impacter justement la qualité de vie de la personne en question? Bon, là, on rentre dans une petite bulle du passé de la science et je vais juste mettre le petit voyant lumineux expérience cinétique, mais en fait, il y a Harry Harlow qui menait des expériences sur des singes rhésus au début des années 50, la suite là, d'une publication de l'OMS qui a été justement appuyée par Bowlby et Winnicott, en fait. Donc,
Parce qu'il a été fait des études sur les singes rhésus avec comme substitut à un fluide d'attachement un singe mère robotique couvert de laine. Puis il s'est rendu compte que seulement, même si c'était pas un être vivant, ça pouvait agir à titre de fluide d'attachement. Il a fait des études, dans le fond, avec des singes sans base de sécurité, des fluides d'attachement qui ne sont pas actuellement véritablement des êtres vivants. Ils ont été réintroduits dans un groupe et ceux qui ont été isolés d'une figure d'attachement réelle et vivante ont eu beaucoup de difficultés à s'adapter par la suite. Et même un certain isolé pendant 6 ou 12 mois a même refusé de manger et en est décédé. Donc vous comprendrez là, que ces expériences ont stimulé le développement de groupes pour la protection des animaux. C'est vraiment terrible quand même, tous les impacts que ça peut avoir sur les personnes. Je ne savais pas qu'il y avait quatre types d'anxiété différentes finalement. Et tu disais, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais le rapport avec justement aujourd'hui, on vit quand même une situation anxieuse, puis on a vraiment de rapport social avec personne. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre justement cette anxiété de séparation et le confinement et la situation qu'on vit actuellement? Oui, ben là, c'est ça, dans le fond, vous voyez venir au début, je parlais de séparation de famille en temps des fêtes et en temps de confinement. Ce qu'on peut savoir, là, c'est que les personnes qui ont un type d'attachement non sécurisé ont plus de cortisol dans leur organisme en réponse là, à des séparations, donc, ou de manière générale. Ils ont également un plus grand risque de développer des troubles de santé mentale comme la dépression, ça c'est plus pour les types évitants, ou de l'anxiété pour les types ambivalents, et voire même de se suicider, dis-je. Les relations de couple peuvent également être plus ardues. Puis, depuis 2013, là, avec le DSM-5, là, ça, c'est on va dire, le manuel des troubles de santé mentale américains. La 5e édition répertoriait l'anxiété de séparation comme pouvant être un trouble, sous condition là, que après 4 semaines chez l'enfant et 6 mois l'adulte, il y a une nuisance significative au fonctionnement, qui soit social, académique ou occupationnel, et qui ne doit pas être expliqué par une autre condition, donc drogue ou une autre maladie. Ouais, tout ça, c'est vraiment intéressant. En tout cas, c'était vraiment des choses que je savais pas. Puis c'est vrai qu'on peut vraiment faire le parallèle avec notre situation d'aujourd'hui. Et je pense que chacun pourrait s'informer à propos de ces anxiétés de séparation-là, parce que ça permettrait à chacun d'y voir un peu plus clair justement dans son anxiété en général et dans la situation actuelle. En tout cas, moi, ça me sert beaucoup. Oui, c'est ça. Puis si j'avais des conseils à donner là, à nos auditeurs, auditrices en ce moment, là, qu'est-ce qu'on fait avec notre anxiété de séparation en confinement? Eh bien, c'est sûr qu'on s'informe des bons comportements à apporter. Comme ça, on se sent un peu plus en contrôle de la situation. Pour naturellement se tenir loin des stresseurs au quotidien. Canaliser ses émotions, ne pas garder ça en dedans. Adopter les bonnes habitudes de vie, naturellement, pour faire sortir le cortisol, entre autres. Et en dernier lieu, se trouver peut-être un moyen de substituer le réconfort de la personne à qui nous sommes attachés. Ici, je pense peut-être des gens qui ont encore leur toutou d'enfance, leur doudou. J'en connais plusieurs qui dorment encore avec. Sinon, on peut se planifier des rendez-vous sur Zoom. Mais merci beaucoup, Alexis, pour cette chronique vraiment très intéressante sur l'anxiété de séparation. J'espère que toi, tu as aimé faire ta chronique avec nous ce soir. Oui, merci. On va maintenant passer à la deuxième partie de notre podcast, qui est l'entrevue. Oui, et écoute Pierre, un gros merci de t'être déplacé aujourd'hui. Je sais qu'on est en fin de session, en fin d'année, c'est toujours un peu compliqué en général, donc un gros merci d'être là. Merci à vous de m'avoir invité. Hein. C'est avec grand plaisir. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un petit peu de toi, qu'est-ce que tu fais, etc. Alors, moi, je suis étudiant au doctorat en génie mécanique depuis maintenant presque 5 ans, je pense. Je vais bientôt soutenir ma thèse, dans quelques mois. Qui je suis? Je suis français à la base. Je viens du sud-ouest de la France, proche de l'Espagne. Et puis j'ai bougé un petit peu au cours de mes études en France, au Danemark aussi. Une fois que j'ai eu mon diplôme de maîtrise, j'ai un petit peu travaillé dans le domaine de la protection auditive. Et puis c'est ça, au bout de quelques années, j'ai choisi de reprendre les études pour aller étudier la spatialisation du son. Ok, alors pourquoi vouloir repartir là-dedans? Parce qu'on sait que c'est toujours compliqué de repartir aux études, là, une fois qu'on a commencé à travailler, qu'on est reparti qu'on a parti la machine, c'est un peu compliqué de revenir. Qu'est-ce qui t'a poussé à revenir vers des études?
C'était une sorte de petite. J'avais des choses qui me plaisaient moins dans mon travail à ce moment-là, et en cherchant à changer de travail, j'ai vu une offre pour un doctorat sur ce sujet, et qui était vraiment assez ouvert. Il n'y avait pas de sujet vraiment défini à la base, et c'est ça. Et c'était à l'étranger. J'avais toujours, depuis que j'étais parti faire mon stage à Copenhague, j'avais un petit peu envie de repartir bouger, voir ailleurs, et c'était une aventure qui se présentait pour plusieurs années, donc j'ai fait allons-y. Ah, Voilà. oui, bah, je pense qu'on est pas mal ici autour de la table virtuelle à avoir fait aussi ce pas-là, Exactement. de partir, de voyager un petit peu. Ok, donc tu nous parlais de ton sujet de recherche. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, nous décrire ce que tu fais, puis à quoi ça va servir? Bah alors moi je travaille sur la spatialisation du son, donc comment faire pour modéliser, pour reconstruire finalement le son en 3 dimensions. Son en 3 dimensions, c'est finalement ce qu'on expérimente tous les jours, mais quand on écoute dans un salon avec sa chaîne stéréo, on ne reproduit pas tout à fait le son comme il devrait être. On fait des petites illusions sonores, etc. Moi, mon but, c'est vraiment de physiquement bien le reproduire, donc reconstruire les ondes acoustiques. Voilà. Mon sujet de doctorat s'appelle évaluation et reproduction de champs sonores en 3D par combinaison d'Ambisony 2.5D et 3D. Pour ceux qui connaissent peut-être pas, est-ce que tu peux définir ce que c'est une ambisomie? Ambisony, c'est juste un formalisme, un nom qui a été donné, un formalisme mathématique qui utilise des harmoniques sphériques. C'est des fonctions assez compliquées, enfin, qui paraissent compliquées, mais qui en fait permettent d'encoder le son à l'azimut et l'élévation de propagation d'un son. Donc, comment il arrive sur nous, par exemple. Puis à quoi elles vont servir ces recherches en fait? Parce qu'on sait que ça va toujours servir en ingénierie, en recherche, etc. Mais un petit peu, si on se projette un petit peu, qu'on va un petit peu plus loin, à quoi ça va servir? À tout. Non, il y a des applications dans plusieurs domaines, autant les plus évidents, ça va être dans tout ce qui est art. Et quand je dis art, ça va être le cinéma, le jeu vidéo, ça peut être des arts médiatiques autres aussi, parce que là, c'est assez facile de dire, on va essayer d'avoir quelque chose de toujours plus immersif. Mais ça a aussi des applications directes dans l'ingénierie. Une des plus parlantes, ce serait de réaliser la même chose qu'un casque anti-bruit à réduction active de bruit, mais à l'échelle d'une cabine, d'une salle, etc. Parce qu'on peut faire ça en 3D, pas juste à 2 positions qui sont celles des oreilles, on fait ça dans plein de positions dans l'espace. Ou alors, ça peut nous servir pour, comme on peut recréer les environnements sonores qu'on a envie, finalement faire des expériences sur l'humain et sur son audition, pour comprendre comment fonctionne notre oreille, qui fonctionne parfois de façon pas tout à fait intuitive. Notre cerveau nous fait des petits tricks, tout ça. Il y a quand même pas mal de choses qui sont pas très intuitives dans notre corps, on va dire. Exactement. Donc voilà, ça permet de mettre des sujets humains, de les mettre exactement dans le même environnement sonore, ce qui n'est pas tout à fait possible dans la réalité, parce que d'un moment à l'autre, il y a des choses qui peuvent changer. Ok, d'accord, oui, c'est super intéressant. Donc, est-ce que tes recherches, au final, c'est l'avenir du cinéma, du multimédia, maison ou professionnel? J'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup. Non, il y a des applications dans le jeu vidéo qui vont pouvoir être implémentées assez vite, parce que c'est là-dedans que non seulement il y a le plus d'argent, mais en plus on va pouvoir faire des choses en virtuel, finalement virtualiser tous ces concepts pour réarriver à la fin à des signaux qui vont dans nos écouteurs. Mais sinon, sur du grand espace, quand on utilise beaucoup de haut-parleurs, moi par exemple, je suis dans une salle avec 96 haut-parleurs, c'est pas encore à la portée de toutes les poches, et même pour du cinéma ou autre, c'est pas encore à la portée de tout le monde. Donc ça va mettre un peu plus de temps. Mais moi, je désespère pas que ça arrive un jour dans nos cinémas. De la réalité virtuelle, puisqu'on en voit de plus en plus des casques de VR chez monsieur, madame, tout le monde, au final. Est-ce que ça Oui, serait une application qui serait visée, on va dire? c'est celle qui va arriver le plus vite, parce que on va virtualiser les haut-parleurs pour rendre quelque chose ensuite dans notre. Localiser un son, même si tu portes juste un casque VR, tu Ouais, serais capable de localiser un son, c'était oui, derrière toi, à côté gauche, côté droit, en haut, en bas, etc. tout à fait, Ça serait ça. Ouais. exactement. Ouais, ça serait vraiment intéressant, je pense,
c'est sûr que c'est vers ça qu'on s'en va. C'est ce que tu dis là, c'est ce qui devrait arriver le plus vite. C'est, C'est on va ça. dire, ce que recherchent le plus les adeptes ou les joueurs de ce genre de technologie. D'autant plus, chose que j'ai lu récemment, finalement le son est, dans le jeu vidéo, quelque chose de vraiment hyper important pour l'immersion, plus même que le graphisme. En fait, le graphisme attire le joueur à acheter un jeu plus que de le maintenir dedans. C'est la narration et le son et l'immersion sonore qui permettent de vraiment s'immerger dans le jeu et d'apprécier plus le jeu. Alors que les graphismes, c'est une part importante, mais c'est plus au début. Tu sais, à Bistro Brain, bon, c'est sûr, on fait de la vulgarisation scientifique, mais on aime bien aussi démonter des mythes scientifiques, puisqu'il y en a beaucoup qui nous entourent, on s'en rend pas forcément compte, mais il y en a même certains qu'on pense, à aucun moment on peut penser que c'est des mythes, puis au final on s'en rend compte assez rapidement. Est-ce que tu en aurais un ou deux que tu pourrais démonter avec nous aujourd'hui? J'en ai trouvé deux, un théorique et un plus appliqué, surtout pendant ces périodes de Noël où on va faire des cadeaux. Donc le théorique, c'est une onde sonore. On pourrait s'attendre à ce que ce soit quelque chose qui avance, qui transporte de la matière dans l'air. Donc, quand je dis transporte, une onde sonore, c'est des petites particules dans l'air, les atomes, qui vont transmettre de l'information, qui vont osciller sur elles-mêmes, mais en fait, il n'y a pas de mouvement de ces particules. Elles restent sur place, un peu comme quand on est dans un stade et qu'on fait la hola. On voit bien qu'il y a une onde qui se propage tout du long du stade, mais par contre, on ne s'est pas déplacé de 2-3 sièges ce temps-là. Donc voilà, les particules dans l'air ne bougent pas trop. Si on parlait devant une bougie, ça va peut-être faire osciller un peu la bougie parce qu'on souffle en même temps qu'on parle, mais dans l'absolu, si vous mettez un haut-parleur devant une bougie ou si vous mettez un instrument devant une bougie, vous verrez que la flamme ne bouge pas parce qu'il n'y a pas de mouvement, c'est juste de l'information qui avance, mais pas de transport de matière. Ça, c'est plus pour la théorie. Pour la pratique, c'est quand on veut acheter des enceintes pour sa chaîne stéréo ou un casque audio, le plus cher n'est pas forcément le meilleur. Ça arrive qu'il y ait des choses qui soient très chères et qui sont meilleures que d'autres, mais le mieux pour savoir ce qui est le bon et ce qui est bon pour soi, en fait, c'est d'aller tester le matériel. Alors, si possible, avec ce qu'on a. Donc, on écoute la musique principalement avec son téléphone, on va tester avec son téléphone. On a un ampli, etc. On l'amène ou on voit avec le vendeur si on peut avoir les enceintes une journée pour tester, etc. Il y a toujours des moyens, des choses qui existent. Parce que chaque bout de la chaîne, ce qu'on appelle la chaîne électroacoustique, donc de ce qui produit le signal sonore à tout ce qui va l'amplifier et le transformer en onde acoustique, ça a une importance sur la qualité du son, jusqu'à la pièce en fait dans laquelle on écoute normalement. En fonction des dimensions du salon, ça a tout à de l'importance. Donc voilà, si vous avez envie d'acheter quelque chose pour vous, allez le tester. Mettez-vous une gamme de prix, testez-en 4-5 et parfois un peu en dessous, parfois un peu au-dessus. Et si vous voulez l'acheter pour quelqu'un, prenez le temps d'aller l'acheter avec lui. Ça peut être plus le fun pour qu'il soit sûr d'avoir celui qui lui plaît le mieux. Et le tester avec des choses qu'on a l'habitude d'écouter. On écoute du rap, on met surtout, on écoute avec 2-3 chansons de rap, peut-être un autre truc à côté. Si on écoute de la musique classique, on essaie avec 2-3. Parce qu'il y en a certains, c'est ça. Il y en a certains qui seront plus adaptés à telle musique qu'à d'autres. Voilà. Oh, un super bon conseil, je pense, avec le temps des fêtes qui s'en vient, puis les cadeaux, etc. Je pense que c'est quelque chose qui sera utile à tout le monde comme conseil. Un gros merci d'être venu, puis écoute, à une prochaine à Bistro Brain. Merci encore à vous. Merci Pierre. À toi, Julie. Donc merci beaucoup Pierre, je me joins à Alexis et à Charlie pour te remercier de ta présence dans notre podcast. Je vous remercie également vous tous qui nous écoutez de chez vous, de votre voiture ou du bus ou de je ne sais quel autre endroit. Merci également à la CEFAC qui nous permet de réaliser ce podcast et qui nous permet également de vous le diffuser. J'aimerais aussi vous amener à écouter nos prochains podcasts si celui-ci vous a plu, et j'espère qu'il vous a plu, et également à nous suivre sur notre page Facebook où on va pas tarder à mettre en place des sondages pour savoir de quoi est-ce que vous avez envie de parler dans le prochain épisode. Merci à tous.